Bonjour à tous, on va pouvoir commencer la conférence. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de Spring Boot 3 et plus particulièrement des nouveautés. Moi, c'est Guillaume Yann, je travaille pour la société Max Digital Service. C'est une société qui est co-construite par ses collaborateurs. Si vous voulez en savoir plus, on a notre stand qui est disponible dans le couloir de l'université. Donc, Spring Boot 3, ça fait maintenant 2 ans que c'est sorti. En termes de changements majeurs, on a la partie Java 17 qui est devenue obligatoire sur cette version et le remplacement des librairies Java EE qui ont été migrées sur Jakarta. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des changements majeurs, je vais surtout me focaliser sur la partie nouveautés. Sur les nouveautés, on a Spring Boot Docker Compose qui a été arrivé. Spring Boot Docker Compose, c'est ce qui va nous permettre, au démarrage de l'application, de démarrer tous nos services externes à notre application. Donc, quand je dis ça, ça va être la base de données, un keycloak, un serveur Zipkin, donc tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner l'application. On a aussi la même chose qui existe avec Test Container. Test Container qui permet de déployer nos services externes pour la partie test. Et ben là, en fait, ils ont créé une fonctionnalité qui permet de faire la même chose au démarrage de l'application, mais cette fois-ci en utilisant Test Container. Depuis la version 3.1, ils ont ajouté les Service Connection. C'est ce qui permet à Spring Boot de manière automatique de s'interconnecter avec vos services qui ont été créés via Docker Compose ou Test Container, de s'interconnecter automatiquement avec votre application. On a aussi la partie observation. Donc depuis Spring Boot 2, on a la partie métrique et logging qui existe déjà. Donc maintenant, ils ont rajouté la partie tracing et notamment avec OpenTelemetry. Et enfin, en grosse nouveauté, on a aussi GraalVM qui est arrivé. Jusqu'à la version 2, on pouvait builder notre application pour fournir une image Docker. Maintenant, on a la possibilité de créer une image native avec Spring Boot. Et il y a eu quelques améliorations aussi et mises à jour dont je ne vais pas expliquer ici, qui sont plus mineures. Donc Docker Compose, comme je disais, c'est ce qui nous permet de créer les services externes. Et là, la nouvelle fonctionnalité dans Spring Boot, c'est qu'au démarrage de votre application, ça va automatiquement prendre votre Docker Compose qui sera à la racine de votre projet et démarrer tous ces services qui sont décrits dedans. C'est désactivé par défaut en mode production, donc sous-entendu, ça ne va pas être inclus dans votre jar à la fin. L'idée, c'est que ça sert vraiment pour votre phase de développement. Il y a la connexion automatisée. Donc ça, c'est sous-entendu. On n'a pas besoin de déclarer toutes les properties qui sont nécessaires à la connexion, par exemple, de votre base de données. Il va venir automatiquement faire la connexion, lui, en regardant quels sont les services qui sont créés et faire la connexion. On a aussi la possibilité d'ajouter des profils Docker. Donc si, par exemple, vous avez un conteneur qui a un profil particulier d'associé dessus, vous avez une property Spring Boot qui a été créée pour explicitement démarrer ce conteneur via le profil. On a aussi la possibilité d'ajouter, de démarrer les services Docker Compose avec la partie testing. Et enfin, on a la Spring DevTools qui est compatible avec le Docker Compose. Ça veut dire que si jamais vous rebuildez votre application, il ne va pas venir redémarrer tous vos conteneurs. Il va simplement recharger votre classe que vous avez modifiée et pas tout recharger, sinon ça prendrait un peu trop de temps. Donc comment on fait? On ajoute la dépendance Spring Boot Docker Compose. On ajoute notre Docker Compose à la racine du projet et de manière automatique, il va venir tout configurer et au démarrage de votre application, démarrer les services. Donc je vous propose de vous montrer ça dans une démo. Donc je vais vous montrer d'abord vous montrer mon Docker Compose. Donc j'ai créé 2 applications. Il n'y a qu'une seule application que je vais modifier moi dans toute la démonstration. Elle s'appelle Star Wars People. Celle-ci, elle a une base de données Mongo,
Elle est active que sur le profil dev. Elle démarre un jeu de données que j'ai initialisé via ce volume. On a aussi un RabbitMQ, un Zipkin, ça va être plus pour la partie observation et tracing qu'on verra tout à l'heure. Et j'ai créé une deuxième application qui s'appelle Starship où je m'interconnecte via des API REST. Qu'est-ce que j'ai dans... Je vais pas tout vous montrer, mais simplement la partie intéressante. Donc là, j'ai mon contrôleur ici qui fait appel à un repository qui se connecte du coup à mon Mongo. Donc dans mon pom.xml, j'ai déclaré de manière assez classique un serveur web, donc mon starter web. J'ai la connexion avec, j'ai tout ce qu'il faut pour la partie Mongo. AMQP, ça va être pour la partie RabbitMQ. J'ai mon actuateur. Le Spring Dev Tools pour pouvoir redémarrer dynamiquement que ce que j'ai modifié. Et du coup, ce qui nous intéresse ici, le Spring Boot Docker Compose. J'ai aussi mon application.yaml où j'ai déclaré simplement les quelques properties. Là, celle qui nous intéresse, nous, c'est le profile active. Donc ici, je viens bien démarrer ma base Mongo parce que j'ai rajouté le profil dev. Et donc, on va pouvoir venir vérifier que tout ça fonctionne bien en démarrant l'application. Donc, on peut voir ici que les conteneurs démarrent. On a le RabbitMQ, on a le Mongo ici, on a le Zipkin. Et notre application a démarré. Donc forcément, elle met un peu plus de temps qu'une application standard pour démarrer, parce qu'il faut qu'il démarre tous les conteneurs en premier. Si on vient vérifier du coup, est-ce que ça fonctionne bien, on a bien notre appel qui est fait et on a bien la réponse. Ok, c'est cool, on a nos conteneurs qui sont démarrés, mais maintenant, si je veux pouvoir faire des modifications sans tout recharger systématiquement, donc j'ai rajouté la dépendance Spring Dev Tools. Ici, je modifie le nombre de pages, le nombre d'éléments que je veux retourner dans mon API REST, et je vais juste faire un rebuild pour constater que le redémarrage se fait plus rapidement. Et donc là, il a redémarré, donc il a redémarré en 2 secondes. Donc VS les 20 secondes qu'il a eu pour tout à l'heure démarrer entièrement l'application. Et donc j'ai bien mon résultat qui est mis à jour. On a aussi, je vous en parlais tout à l'heure, on a les tests la partie Docker Compose peut aussi fonctionner pour la partie testing. Là, dans ces cas-là, il faut venir rajouter une properties parce que par défaut, il ne fonctionne pas avec les tests. Et ici, j'ai un skip in test. On peut voir que par défaut, il était à true. Je le mets à false. J'éteins mon application et on va pouvoir aller voir notre test. Donc, ici, je vais rajouter en plus un profil actif où je vais préciser le test. Ça, c'est parce qu'en fait, dans mon application.yaml, pas du tout, dans mon compose.xml, je lui ai rajouté à la fin un profil, un Mongo avec le profil test qui vient charger un jeu de données spécifique au test. Et donc du coup, si je réouvre mon test et que je viens le démarrer pour vérifier que ça fonctionne, on va pouvoir venir vérifier qu'il me démarre mes conteneurs. Donc là, les conteneurs démarrent en même temps que mon test. Alors, ensuite, c'est la partie test container. Test container, c'est ce qui permet de faire à peu près la même chose que Docker Compose, sauf pour la partie testing.
L'idée, c'est qu'on déclare via des annotations, en code Java, nos conteneurs. Ça fait exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment avec Docker Compose. La seule différence, c'est que là, on va tout configurer en Java plutôt qu'en YAML. Mais l'idée reste la même, on va provisionner des services externes et on va pouvoir démarrer notre application à partir de test container. Par contre, il y a une contrainte, c'est que test container, c'est scopé au niveau des tests. Et nous, quand on démarre notre application, forcément, on ne veut pas que ces dépendances-là soient incluses dans notre jar à la fin. Donc l'idée, c'est de déclarer un point d'entrée dans nos tests. Ici, je l'ai appelé test my application, qui contient un main. Et en fait, on peut voir que je fais appel en fait à mon main principal qui est dans mes sources. Et je lui déclare un with, donc je crée une classe de configuration, Spring, pour déclarer tous mes conteneurs. Donc dans cette classe de configuration, j'ai toute ma liste de conteneurs. Ici, j'ai pris un exemple MongoDB. On a deux annotations qui sont intéressantes ici. C'est le restart scope. Ça, c'est pour dire à Spring DevTools, quand je vais rebuilder mon application, ne redémarre pas le conteneur. Par contre, occupe-toi simplement de ce que j'ai modifié. Et la service connection, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui permet de manière automatique à Spring d'enregistrer la connexion et de connecter automatiquement mon application sur le Mongo. Service Connection ne fonctionne pas avec tout. Ils ont une liste restreinte de conteneurs sur lesquels ça va fonctionner. Grosso modo, ça va être des bases de données. Mais par exemple, si vous avez un Keycloak, il ne va pas faire automatiquement la connexion avec le Keycloak. Pareil, si vous avez une autre application externe, il ne va pas savoir quelle URL utiliser, quoi. Et du coup, pour démarrer mon application, je fais appel au test my application que j'ai déclaré juste avant. Donc, comment ça se passe? Du coup, j'ai déclaré un test Star Wars qui contient mon main. L'idée, c'est que lui, il est contenu dans les tests. Hop, on le retrouve ici. Il a bien une classe de configuration pour déclarer mes conteneurs. Donc là, j'ai déclaré la même chose que ce que j'avais dans le Docker Compose, donc mon Mongo, qui du coup initialise de la même manière une base de test. J'ai déclaré mon RabbitMQ, donc pareil, il a le service connection, parce que ça fait partie de la liste des conteneurs pris en charge par Spring Boot. C'est la même chose pour Zipkin. Par contre, ici, j'ai mon Starship que moi-même j'ai créé en microservice. Et donc lui, par contre, il peut pas faire automatiquement la connexion, donc je dois lui préciser via des properties comment se connecter à ce conteneur. Et ça se fait via la notation dynamique property source. Docker Compose et test container, ils sont pas compatibles ensemble. Là, si je démarre mon test, si je démarre mon application via test container, là, en fait, c'est Docker Compose qui va prendre le dessus. Parce qu'en fait, les deux, vu qu'elles font exactement la même chose, n'ont pas vocation à être démarrés en même temps. Donc ici, je vais mettre en commentaire la partie Docker Compose pour qu'ils me prennent bien la configuration test container. Et donc si je reprends mon application et que je démarre mon test Star Wars, là ici, il va venir me monter tous mes conteneurs, mais en utilisant la technologie test container. On va venir vérifier que ça... Ah ouais. On a une stack trace qui est apparue là, c'est parce que l'application démarre plus vite que le Mongo n'est prêt. Et donc du coup, forcément, il échoue. Mais on va voir que ça fonctionne bien. Non mais ça va arriver. Hein. Il n'avait pas encore démarré. Ah. Je le redémarre.
que c'est bon. Voilà. Donc on a bien notre résultat ici. Donc notre application est bien fonctionnelle avec test container. Ok, c'est cool, on peut démarrer notre application via test container, mais l'intérêt quand même principal, c'est aussi de pouvoir réutiliser tout ce qu'on a déclaré dans le containers configuration. Et ça, on va pouvoir le retrouver. Donc j'ai créé un test justement qui réutilise ces conteneurs que j'ai déclarés. Donc là, il suffit juste d'utiliser la notation Spring @import pour lui dire importe-moi la configuration Spring qui est déclarée à cet endroit. Et si je teste, on va pouvoir voir qu'il me lance bien mes conteneurs aussi. Voilà. Alors la partie observation. L'observation, c'est la capacité d'observer de l'extérieur l'état interne d'un système. Grosso modo, ça se définit en 3 parties. Le logging, sur Spring Boot, c'est fait via Logback par défaut. Pour la partie métrique, c'est fait via Actuator et Micrometer. Et pour la partie tracing, c'est fait par Micrometer. Sauf qu'il y a en plus d'autres implémentations. Enfin, pour l'envoyer au serveur de tracing, il y a plusieurs libs qui sont supportés, notamment Zipkin. Il y a OpenTelemetry Protocol et Wavefront. Comment on fait? On ajoute 3 dépendances, le starter actuator, donc ça va être surtout pour la partie métrique. Micrometer, donc qui est l'implémentation. Là, j'ai rajouté, il y a le bridge hotel, donc ça c'est pour faire le pont avec OpenTelemetry. Et ensuite de OpenTelemetry vers le serveur de tracing, j'ai utilisé Zipkin, donc il y a un exporteur spécifique qui existe. Par défaut, Spring Boot envoie 10% des requêtes de tracing au serveur. Moi, dans le cadre de mes tests, je veux qu'il envoie 100%, donc du coup, on vient modifier la properties qui est ici. Donc tracing sample probability à 1. Donc là, je vais envoyer toutes mes requêtes de tracing. Donc on va voir quelques exemples. Je reprends une note. Donc le pomme. Alors juste, hop là. Je vais juste reprendre cette partie-là. Donc les tests containers, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La partie registrée Prometheus, c'est pour la partie métrique. L'AOP, ça va être pour l'utilisation des annotations de Micrometer, notamment le counted et le timed. Et la partie tracing qui nous intéresse, donc ça c'est la partie le pont vers OpenTelemetry et la partie Zipkin. Je vais vous montrer du coup un service que j'ai utilisé. Donc ça c'est... Alors je vais d'abord vous montrer le contrôleur quand même. Donc ici j'ai un contrôleur. Voilà, je fais un get. L'idée c'est d'avoir un vaisseau aléatoire. Donc je fais appel à un service qui fait un get random. Pour l'instant on voit que je déclare un completable futur. On verra après, c'est la partie asynchrone de comment ça fonctionne et les surprises qu'on pourrait avoir. Mais pour l'instant c'est pas asynchrone, donc ça va bien se faire en direct. Et on voit surtout nos logs ici qui vont nous intéresser pour la suite. Je déclare une interface, mais peu importe. Et j'ai mon service à proprement parler. On a un conditional on property, pour l'instant on s'en moque, c'est bien ce service-là qu'on va utiliser, ça va servir pour la suite. Nous ce qui nous intéresse c'est le rest template. L'idée c'est, dans le cas du tracing, en fait ce qu'on veut, on veut que un correlation ID soit créé et que ce correlation ID là, il soit transmis automatiquement à notre application qu'on appelle. Donc on veut déjà que ce correlation ID là, il apparaisse dans nos logs, puis qu'il soit transmis. Ça, c'est ce que va faire par défaut Spring Boot dans nos logs. Il va faire la concaténation du span ID et du trace ID. Et il va venir automatiquement nous les ajouter. Et donc du coup, ici, quand je fais mon rest template pour un get for entity, je veux aussi qu'il me transmette ce correlation ID au niveau API. Donc on va venir tester ça.
Et on va... Et du coup, je vais regarder les logs de mon autre application. Allez. Si j'attends pas qu'il démarre, ça va pas marcher. Il n'a pas démarré. Pourquoi ? Ah oui, c'est mon Maven qui pose problème. Du coup, si je redémarre... Donc mon autre application est démarrée. Celle-ci aussi. Ok, on vérifie quand même au cas où. C'est tout bon. Je fais appel à mon autre API. Donc elle met une seconde à répondre, c'est ce qu'on a vu dans le code, il y a un thread.sleep. On va regarder nos logs. Et du coup, dans nos logs, on peut voir qu'au niveau du contrôleur, j'ai bien un correlation ID qui a été créé. Donc ça, c'est bien la concaténation du span et du trace ID. Et on peut voir qu'aussi dans le service, il est il est réutilisé en fait au niveau du thread. Et dans mon autre application, on peut voir que j'ai un headers qui apparaît. Et ça s'appelle un transparent. Donc ça, c'est le fonctionnement du correlation ID qui apparaît dans les headers. Si je regarde sur mon serveur Zipkin, on va pouvoir venir vérifier que ça s'est bien passé. Et donc du coup, on voit bien que les deux applications ont été appelées ici. Et que ça a mis une seconde, un peu plus d'une seconde au total. Ok, cool, on est content. Ça fonctionne bien. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rends ça asynchrone ? Et que je redémarre. On est tout bon. J'envoie ma requête. Je regarde mes logs. Donc là, on est passé en asynchrone. J'ai bien montré mon correlation ID qui est toujours présent ici au niveau de mon contrôleur. Par contre, au niveau de mon service, on voit que j'ai perdu cette information-là. En fait, le correlation ID, il est transmis au niveau du thread courant, mais il n'est pas transmis au nouveau thread qui a été créé via le @async ici. Donc pour ça, on a une solution qui existe, que j'ai rajouté là-dedans. En fait, on va pouvoir utiliser un task décorateur. Ce task décorateur, il va nous transmettre, on va capturer le correlation ID et on va le passer au thread suivant. Donc si je décommande ça, que je recharge, ça va fonctionner. On peut voir au-dessus que j'ai déclaré mon REST template et mon REST client, donc je ne l'ai pas précisé, mais ça fonctionne aussi pour REST client et pour web client, la transmission du correlation ID. Simplement, il faut impérativement utiliser le REST template builder et le REST client.builder, sinon on ne va pas faire tout ce qui est post-processing sur ces objets-là, et donc du coup il n'y aura pas le correlation ID qui sera ajouté de manière automatique. Hop. Et donc ici, on peut voir que dans mon service, j'ai bien mon correlation ID qui a été transmis. Une autre chose aussi, ils ont rajouté une annotation, enfin pas une annotation, une properties pour activer les counted et les timed. Donc si je vais dans Starship, ici je vais rajouter un counted. Donc le temps qu'il démarre, je vais vous montrer mes properties. Donc pour la partie observation, j'envoie 100% de mes traces. Et pour activer la notation que je viens d'ajouter, il faut bien explicitement rajouter cette properties à true.
Ensuite, je vais vous montrer pour la partie RabbitMQ ce que ça fonctionne de manière automatique pour les appels REST. Vous avez juste à utiliser le bon builder avec le REST template ou le REST client. Mais par contre, pour les autres services que peuvent être un RabbitMQ ou un Kafka, il faut explicitement aussi rajouter des properties pour activer la transmission du correlation ID. Non, c'est pas ça que je voulais. Hop. Et du coup, on voit que mon coucou, il apparaît ici. Et enfin, je vais vous montrer du coup pour la partie RabbitMQ. Donc si je regarde mon contrôleur, j'ai un contrôleur où j'ai déclaré un Rabbit template. Pareil, là, j'ai pas déclaré moi-même le Rabbit template, il est créé par Spring. Et donc du coup, ça va venir l'envoyer. Enfin, j'envoie ce que j'ai en entrée sur la file Rabbit. Donc on va tester ça. Hop. Et on va regarder sur le serveur Zipkin. C'est celui-là. Pourquoi il n'y a que ça? Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup là j'ai bien les trois services qui sur le même correlation ID apparaissent en une fois. Et on peut voir le détail ici. Donc voilà pour la partie observation. Sur le GraalVM maintenant. Donc GraalVM c'est un JDK qui permet la construction d'images natives. Une image native est un binaire contenant toutes les informations nécessaires pour le fonctionnement de l'application en runtime. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est surtout que là où Spring fait tout au moment du runtime, surtout au démarrage de l'application, et c'est pour ça qu'il met 2 à 3 secondes pour démarrer, et bien ici on va venir tout faire à la compilation, dans le but de gagner sur des gains de ressources CPU et mémoire, suppression, on va supprimer un maximum de choses qui ne sont pas utiles au runtime. Ça a surtout une utilité d'un point de vue sécurité. Et parce que moins on a de choses, moins on a de vecteurs d'attaque vis-à-vis d'un attaquant. Le démarrage, du coup, il va être beaucoup plus rapide parce que tout ce que fait Spring au démarrage va être supprimé. Enfin, supprimé, fait à la compilation. Et le poids du binaire se retrouve plus léger. En termes de restrictions, on a le ClassPass qui est fixé à la compilation. Les bins, ils ne peuvent plus être modifiés au runtime. Donc, tous vos bins qui sont conditionnés au profil Spring ou aux properties avec un arrobas conditionnel en properties, tout ça, ça doit être fait à la compilation. Et vous ne pourrez plus le modifier au runtime, comme avant. Et enfin, le type doit être le plus précis possible. Ça, c'est un peu un retour en arrière que fait Spring là-dessus, parce que dans leur convention, c'était d'utiliser une abstraction le plus possible sur vos services et d'utiliser du coup une interface. On verra que si on fait ça, on va avoir quelques petits soucis parce qu'il y a du code qui ne sera pas exécuté. Petite précision, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a plein de comportements qui est impacté par ça au niveau post-processing, mais à l'intérieur des mécaniques de Spring Boot. Donc voilà. Donc pour faire fonctionner les images natives, on ajoute un plugin Maven. Ici, c'est native le GraalVM Build Tools. De la même manière qu'on buildait une image Docker, on fait la même chose, mais sauf que cette fois-ci, on rajoute un profil native de Maven. Et enfin, on démarre notre image avec un Docker Run. Voilà. Donc, je vais démarrer le build de l'image dès maintenant, parce qu'en fait, un des inconvénients de ça, c'est que ça met beaucoup plus de temps à compiler que quand c'est fait au runtime, au démarrage de l'application. Et en attendant que ça compile, on va aller voir notre pomme XML. Donc dans notre pomme, on a bien la dépendance GraalVM Build Tools que j'ai rajouté. Le Lombok, on s'en fiche. Par défaut, j'ai lancé mon application avec, sans rien du tout, et ça a planté en fait directement avec cette exception-là. Donc j'ai trouvé sur les internets qu'il fallait rajouter cette petite configuration pour que ça démarre.
À noter que j'ai quasiment rien dans mon application et que j'ai déjà eu des problèmes. Voilà. Et on verra par la suite, on a la possibilité de du coup rajouter des profils et des properties à la compilation, parce que forcément si on peut plus le faire en runtime, on va vouloir le faire à la compile. Et je vais montrer quelques exemples là-dessus de comment ça fonctionne. Est-ce qu'il a terminé? Non. Moi de mon côté, pour éviter d'attendre que ça se termine, j'ai buildé déjà les images. Et bah voilà. Donc ici je fais un Docker run, j'ouvre le port 8080 et je rajoute la variable d'environnement Docker. Pourquoi je fais tout ça? C'est parce que j'ai une application properties Docker. En fait je vais faire un Docker Compose Up là, et je veux que mon application se connecte sur mes services externes que je vais déployer. On va le faire tout de suite. Un petit coquin, je vais réutiliser ça tout. Hop. Et donc du coup, bah, ça c'est tout ce que je définis pour qu'il se connecte à mon Docker Compose. Ok, on est bon. Et du coup, mon image s'appelle Without Docker parce que j'ai buildé l'image sans activer le profil Docker. On va pouvoir le démarrer. Et l'intérêt tout ça, c'est qu'il démarre. Là, on voit pas de différence. Je vais juste le redémarrer parce qu'il y a des fois, je sais pas pourquoi, il met plus de temps que la normale. Ok, je sais pas pourquoi il est aussi lent. Hein. Est-ce que il n'a pas terminé non plus? Bah, en tout cas, normalement, il démarre rapidement, en moins d'une seconde. Bah, là, il a mis à peu près une seconde pour démarrer. Et c'est un des intérêts du coup de passer sur GraalVM. On va quand même venir vérifier que ça fonctionne bien. Et on est tout bon. Qu'est-ce que je voulais montrer après? Yes. On va voir que du coup je vous ai parlé des restrictions. On va voir ça plus en détail. Donc si je regarde, toc toc, on peut lui passer un profil Docker. Hop, hop. J'ai des services qui sont. J'ai créé deux services, enfin deux implémentations avec une interface. J'ai mon Starship Service ici, qui est conditionné avec une property Starship A5 enabled, et j'ai la même chose avec le A5 qui fait exactement l'inverse, parce qu'il attend à ce que ce soit à true. Dans mon application -docker, j'ai cette property qui est définie à true. Et donc du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe si j'active le profil Docker. Donc j'ai déjà compilé, j'ai déjà créé l'image avec le profil Docker. Et du coup, je vais vous poser une question. Là, j'ai activé le profil Docker. Vous savez, quand on démarre l'application, ça affiche qu'on a activé tel profil dans l'application. Pour vous, est-ce que là, ça va afficher, vous pouvez lever la main, pour vous, est-ce que ça va afficher que le profil Docker il est activé? Sachant que j'ai compilé avec le profil Docker. Là. Ok, et pour vous, est-ce que ça va venir activer les properties qui sont liées à l'application-docker quand je vais démarrer l'application? Sachant que, bien sûr, je ne vais pas lui passer ça du coup. Donc on va tester, on va voir ce qui se passe. Ça plante, ok. On regarde notre profil qui est actif, c'est bien Docker. Parce qu'on l'a compilé du coup avec Docker. Par contre, il a planté. Il a planté pourquoi? Parce qu'il va se connecter, il essaye de se connecter sur mon Mongo avec un localhost. En fait, ça veut dire que à la compilation, je lui ai passé mon profil Docker, mais en fait, il a réutilisé les properties et les profils uniquement pour la création des bins.
Sous-entendu, si j'ai besoin d'avoir des properties pour me connecter à d'autres, enfin, à partir du moment en fait où où le profil il est utilisé autre chose que pour créer des bins, et ben en fait c'est ignoré au lancement de l'application. Donc ici, vu que je ne précise pas sur quoi il doit se connecter, bah, il prend le localhost par défaut. Et donc si je veux que ça fonctionne bien avec mon profil Docker en l'occurrence, et bah, il faut que je reprécise la variable d'environnement. Voilà. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début que je démarre mon application, mais il y a des fois il y a un message qui est apparu à l'image du bâton laser. Ça c'est quelque chose qui existe dans ma config. Si je vais voir là-dedans. Donc ici j'ai un bâton laser. Donc ça c'est la déclaration de mon bin. En fait j'ai une interface qui s'appelle bâton laser et j'ai une implémentation qui s'appelle mon bâton laser et j'ai rajouté des annotations dessus, post-construct et predestroy, où j'ai rajouté des logs d'infos dessus. Et en fait depuis que je démarre avec GraalVM, en fait tous ces messages-là ils s'affichent pas. Ils s'affichent pas parce que lui il est en visibilité que l'interface qu'il y a ici. Donc du coup tout le code qui est dans mon implémentation, tout ça, il l'exécute pas. Et ça fait partie des restrictions que j'ai détaillées tout à l'heure. Là, on voit que j'ai rien du tout. Bah voilà. C'est terminé pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Ok. Ouais, tu peux, ouais. La question c'était de savoir si on pouvait, à partir de Cube, lui passer les variables d'environnement, mais oui, on peut lui passer, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer maintenant. Ah si, pardon. Merci pour la conf déjà, c'était très intéressant. Je sais pas si tu as montré, ça a fini par builder en combien de temps du coup ? Ça met à peu près une seconde. Bah, là sur le juste le build que tu avais lancé. Ah, le build de l'image ici. Là. Il a mis 2 minutes 59. Sachant que c'est pas du tout représentatif au final d'une compilation qu'on aurait sur un vrai projet, parce que là j'ai vraiment très peu de dépendances. Merci pour la presse, ouais. Au niveau des tests conteneurs et du Docker Compose, est-ce que tu as moyen, dans le cadre d'une batterie de tests, de les lancer une seule fois pour éviter d'avoir le démarrage du conteneur à chaque... Je ne l'ai pas détaillé parce que ça fait pas partie des nouveautés, mais si Spring Boot en interne fait un cache de son contexte. Donc, du coup, qu'à partir du moment où il y a un cache du contexte, si votre conteneur il a déjà été démarré, que vous n'avez pas perturbé ce contexte-là, il va réutiliser ce même contexte. Okay, donc, du coup, ça va fonctionner sans tout le temps redémarrer à chaque test. D'autres questions ?